Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Désolé Jean-Pierre de Daniel Conversano. Certainement l'un des personnages les plus controversés de la droite actuelle, pour la simple et bonne raison qu'il se revendique du courant de pensée le plus tabou, le plus polémique et le plus universellement rejeté qui soit, j'ai nommé le racisme. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais éviter d'employer ce terme afin de ne pas heurter le petit robot de YouTube. À la place du terme de race, on utilisera donc le terme de tartiflette, et à la place du terme de racisme, on utilisera tartiflettisme. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter un peu le roman de Daniel Conversano, Désolé Jean-Pierre, et je m'appliquerai à ne rien dévoiler de l'intrigue. Et enfin, on discutera en détail du cas Daniel Conversano. Est-ce que cet homme est véritablement le monstre qu'on nous dépeint parfois et qu'il faut absolument faire taire, ou bien est-ce quelqu'un qu'il faut écouter malgré les désaccords qu'on peut avoir avec lui? Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail. Alors déjà, on va commencer par résumer rapidement le bouquin. C'est donc un roman qui prend la forme d'un journal intime. On suit le personnage de Lionel Richard, un nationaliste à tendance néo-haine qui va glisser sur une merde de chien. Et cet événement va être la goutte de vase qui va faire déborder l'eau. Il se retrouve par terre à observer ce monde cosmopolite et ultra-individualiste qu'il déteste tant, et c'en est trop. Il va broyer du noir pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le journal de Jean-Pierre Perlot, qui comme à son habitude finit son émission en parlant d'un petit village, d'un terroir ou d'un artisan. Bref, de la France, de la vraie France. En Bourgogne, découverte de quelques petits villages dont les noms sont célèbres sur des étiquettes de vin dans le monde entier. Alors, il assiste à ça sourire aux lèvres, et là, c'est la révélation. Le journal de 13 heures de Jean-Pierre Perlot apporte trop de joie aux Français et Lionel se fait comme réflexion que, je cite, « Le moral du peuple doit être anéanti pour allumer en lui le feu ardent de la rage qui, en général, donne naissance aux révolutions. » Et tout devient clair pour lui, il doit tuer Jean-Pierre Perlot. Son but, c'est de créer un traumatisme pour que les Français se réveillent, tout en accusant les musulmans d'avoir fait le coup. Avec, pour mot d'ordre, la fin justifie les moyens. On suit donc son parcours, ses réflexions, ses hésitations et sa préparation à ce meurtre qui est censé être l'élément déclencheur d'une future guerre civile qui crèverait l'abcès une bonne fois pour toutes et résolverait les tensions dont la France souffre. Tout un programme et donc on ne peut pas dire que le plan soit particulièrement glorieux ou héroïque. Le but étant surtout de choquer les vieux qui s'informent le plus souvent grâce à la télévision et qui ont pour beaucoup développé un certain attachement à Jean-Pierre Perlot. Bref, le but c'est d'influencer leur vote parce qu'il est convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a que par le vote que les choses pourront changer. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai dit plusieurs fois Jean-Pierre Perlot parce qu'effectivement, tout comme l'action est située en 3017 au lieu de 2017, tous les noms sont légèrement transformés. Jean-Pierre Perlot, Yann Barbez, Cyril Hanouna, François Fignon, Robert Faugrison, Jacques Attila, Michel Vieillebic, etc. Ce qui crée un effet de miroir déformant de la réalité assez comique. Parce que oui, c'est un livre souvent très drôle. Et ce côté miroir déformant, on le retrouve à tous les niveaux. Déjà avec le personnage de Lionel, qui est souvent drôle, un peu malgré lui d'ailleurs. Parce qu'il est tellement exagéré, il tient des propos tellement extrêmes qu'on a parfois l'impression d'être devant une parodie, une caricature de Faf. Et même dans les détails, par exemple, il allume ses clopes avec un briquet orné d'un certain aigle allemand. Il y a dans ce livre un côté nanar vraiment naïf, mais ça reste un témoignage fort écrit par quelqu'un qui connaît bien le milieu dont il parle. Et il me semble évident qu'il y a des éléments autobiographiques dans ce livre. Il faut bien savoir par exemple que Daniel Conversano, plus jeune, s'est revendiqué du national-socialisme, tout comme son personnage dans une moindre mesure. Bref, c'est un roman qui a son importance parce qu'il soulève beaucoup de questions et de paradoxes. En fait, ce nationalisme un peu bas du front représenté par Lionel, c'est clairement quelque chose de malsain. Et c'est évidemment quelque chose dont Daniel Conversano a conscience. C'est une pensée qui est basée avant tout
sur la haine d'une certaine partie de la population avant d'être basé sur l'amour d'un pays ou d'une culture. Et bien sûr, même s'il s'agit d'un personnage fictif qui est, je pense, une exagération de Conversano lui-même, il semble évident qu'il y a forcément une part de ses propos qui sont des reflets de la pensée de Conversano. Alors, essayer de départager les idées qui appartiennent uniquement à Lionel et celles qui sont partagées entre l'auteur et le personnage, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser ici. Mais le problème, ou disons la question que tout ça soulève, c'est le fait que Lionel, finalement, c'est ni plus ni moins que le droitard tel que les gauchistes les plus dégénérés rêveraient qu'ils soient tous. C'est le fantasme absolu des antifas et autres extrêmes gauchistes en tout genre. Il y a des moments où Lionel nous présente des contradictions assez étonnantes, comme par exemple quand il se plaint qu'on le traite d'admirateur du petit moustachu allemand, alors qu'il s'en revendique parfois lui-même. Quand on vous montre la photo d'un type qui a un tatouage nazi, avant de reculer de 4 mètres, n'oubliez pas que ce type est probablement un idiot. Voilà. C'est probablement un idiot totalement inoffensif qui simplement n'est plus en phase avec le monde et ne sait pas comment exprimer sa douleur et sa frustration liée au remplacement ethnique. C'est un geste de défense qui n'a plus aucune valeur politique. Mais surtout, ce que le livre pointe, c'est que finalement, pour beaucoup de gens qui viennent au nationalisme, l'élément déclencheur, ce n'est pas l'amour du pays, mais bien le ras-le-bol d'une certaine partie de la population avec qui la cohabitation est souvent très difficile. Et ça, c'est quelque chose qui devrait tous nous chagriner un peu, parce que c'est une pensée qui est mal organisée. Avant de haïr, il serait peut-être plus judicieux de commencer par aimer. C'est d'ailleurs un peu la conclusion du livre, mais je n'en dis pas plus pour l'instant au cas où vous voudriez lire ce livre. Parce que oui, je vous conseille vivement cette lecture, tant elle offre un point de vue qui est trop peu souvent exprimé, mais qui est pourtant celui de pas mal de gens. On est vraiment à l'opposé même de la bien-pensance. Et je dois bien l'avouer, il y a eu des passages que même moi, j'ai pu trouver choquants. Et toi t'es pour lui, toi t'es Oh my God. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est le but. Désolé Jean-Pierre est une œuvre choquante, extrêmement provoque. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment d'avoir affaire à une œuvre aussi subversive. Mis à part ça, c'est un livre qui aborde aussi d'autres sujets chers à la droite et l'extrême droite. La misère sexuelle et affective, l'individualisme, la nostalgie, cette volonté de renouer avec un esprit communautaire au point d'envier parfois la solidarité qui règne par exemple dans la communauté musulmane. Et c'est aussi un livre dont se dégage un vrai suspense parce qu'on est dans l'attente. On suit la préparation physique et psychologique du personnage et on doute tout du long. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Quand on entend certains gauchistes parler de Daniel Conversano, on a vraiment l'impression qu'il parle de l'incarnation du diable sur Terre. Pourtant, ce sont souvent les mêmes gauchistes qui sont prêts à pardonner absolument tout. Violeurs, dealers, criminels, terroristes, abuseurs d'enfants et j'en passe, mais les tartiflettistes, jamais. Pourquoi? Pas de sociologie pour expliquer que c'est pas de leur faute, qu'il faut les comprendre et les tolérer. Le tartiflettiste, c'est l'ennemi, un point c'est tout. Alors peut-être parce qu'ils ont besoin de cet ennemi commun, parce que c'est ce autour de quoi ils se regroupent, et que c'est cet ennemi qui leur permet d'exister et de renforcer leurs liens. Et ce n'est pas un jugement, c'est un fait. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. D'ailleurs, les droitards font la même chose avec une certaine partie de la population. Ils se regroupent autour d'un ennemi commun. On va pas se mentir. Le truc, c'est qu'une des techniques de rhétorique les plus utilisées à gauche, c'est de faire croire que la droite, allez, on va dire l'extrême droite, aurait le monopole de la haine. Mais c'est absolument faux. L'extrême gauche est également emplie de haine. Mais cette haine, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, elle est toujours liée à l'amour de quelque chose. Cette haine, c'est le résultat du sentiment qui découle quand ce qu'on aime est attaqué. On peut même aller encore plus loin et dire que c'est justement parce qu'il y a de l'amour qu'il y a de la haine. Les droitards détestent ceux qu'ils considèrent comme des ennemis de la France. Les gauchistes détestent ceux qu'ils considèrent comme des ennemis de leur idéologie. Une certaine partie de la population déteste ceux qu'ils considèrent comme une atteinte à leur liberté religieuse. Alors voilà, pour le gauchiste, le tartiflettiste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave et de plus impardonnable. Bon, et pourquoi pas? Le problème étant, si Daniel Conversano et son avatar Lionel dans son roman sont des monstres, pourquoi le sont-ils devenus?
Et cette question-là, c'est la seule question que les gauchistes devraient se poser. Quand des chances pour la France tabassent des vieilles dames, puis tuent, violent, etc., le gauchiste tente systématiquement d'expliquer le geste par l'environnement familial, socio-culturel, c'est la pauvreté, c'est à cause du traumatisme de la colonisation, etc., etc. Personnellement, je ne suis pas tout à fait de cet avis, mais c'est tout de même des questions qui peuvent effectivement se poser. Il faut réfléchir aux causes qui poussent le délinquant ou le terroriste à agir, c'est évident. Mais à côté de ça, un mec comme Conversano, il est directement à classer dans la case monstre. Il n'y a pas à se poser de questions sur son passé, sur l'environnement dans lequel il a vécu, etc. Alors que pourtant, on y trouverait beaucoup de réponses. À croire que dans la logique gauchiste, le tartiflétisme n'est pas quelque chose qui s'acquiert, mais quelque chose qui serait inné. Comme la société serait tartiflétiste, on subirait des structures qui nous rendraient inconsciemment tartiflétistes. Mais c'est évidemment faux. Nous avons été élevés dans une société profondément anti-tartiflétiste. Aujourd'hui en France, le tartiflétisme, c'est le tabou moral ultime. L'anti-tartiflétisme est une religion d'État. Et devenir tartiflétiste aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est devenir un hérétique. C'est quelque chose qui a des conséquences terribles. C'est quelque chose qui peut vous anéantir socialement, vous mettre au banc de la société. Mais pourquoi malgré ça, malgré tous les inconvénients qu'il y a à devenir tartiflétiste, il y en aurait, selon les gauchistes, de plus en plus? Eh bien tout simplement parce que le tartiflétisme n'est pas ou n'est plus quelque chose d'inné, mais quelque chose qui s'acquiert. Et surtout, le tartiflétisme vient toujours d'une souffrance. Conversano, comme son personnage Lionel, sont des gens qui ont souffert de la présence d'une certaine partie de la population. Et ce, pour deux raisons principales. La première, c'est parce qu'ils ont subi sa violence. Dans Désolé Jean-Pierre, Lionel dit ceci: « Je suis devenu nationaliste il y a quelques années, le sentiment est monté en moi, puis s'est imposé dans un éclat de rage après l'égorgement d'une jeune femme qui habitait à 2 rues de chez moi. » D'ailleurs, on entend très souvent des gens dire « Si un tel est tartiflétiste, c'est parce qu'on lui a volé son goûter quand il était petit. » Mais le problème, c'est que c'est vrai. Et cette phrase, qui est censée ridiculiser le tartiflétiste, lui donne en fait complètement raison. C'est le pire des contre-son-camp qu'on puisse imaginer. Parce que oui, très souvent, je dirais même l'écrasante majorité du temps, les tartiflétistes ont subi des violences répétées de la part d'une certaine partie de la population. Raquettes, agressions, viols, insultes, crachats, menaces, etc. Et comme ils ne peuvent pas le nier, ils tentent de ridiculiser la victime. L'emploi du mot victime, d'ailleurs, est quelque chose de très intéressant. Les gauchistes sont des gens totalement soumis et tellement prêts à être assimilés qu'ils n'hésitent pas à adopter le langage de leurs petits protégés, c'est-à-dire la racaille descendante d'immigrés. C'est comme ça qu'on est passé de l'emploi du terme victime pour désigner celui qui subit une agression et qu'il faut protéger à tout prix, à l'emploi du terme de victime pour se moquer de celui qui subit une agression. Et ça, c'est assez incroyable de constater à quel point les gauchistes sont prêts à toutes les contradictions et même à se renier eux-mêmes pour correspondre au modèle imposé par une certaine partie de la population. Et la deuxième raison pour laquelle certains souffrent de la présence d'une certaine partie de la population, c'est la présence de plus en plus massive de cultures allogènes qui prennent la place de leur propre culture et transforment notamment les mœurs et le langage. Le tout bien sûr accompagné par une éducation nationale et des médias qui leur hurlent à la gueule en permanence que la France est horrible, qu'elle n'a que du sang sur les mains et que c'est une chance de pouvoir vivre avec toute cette diversité. On a prouvé, en tout cas juridiquement, que la France avait pu avoir des comportements racistes envers les citoyens qui étaient d'origine maghrébine ou qui étaient noirs. Comme s'ils étaient là pour nous guérir de nos maux. Et c'est tout ça qui fait que certains finissent par développer une rancune. Et si les anti-tartiflétistes voulaient vraiment combattre le tartiflétisme, ils étudieraient ces questions et affronteraient avec courage les conclusions qu'il y a à en tirer. À savoir que c'est l'expérience et non les structures sociales qui rend les gens tartiflétistes. Mais au lieu d'affronter cette réalité, on nous sert l'argument du tartiflétisme systémique. On cherche à inverser les rôles, à mettre la faute sur notre dos, pour éviter de la mettre sur celui des autres. Pour les gauchistes, les discriminations au logement ou les contrôles aux faciès par exemple sont les conséquences directes d'un tartiflétisme systémique et non pas des conséquences dues à certains comportements plus présents chez certaines cultures que d'autres.
ce qui a pour conséquence l'autoflagellation chez l'un et l'impossibilité de résoudre le problème chez l'autre. Parce qu'on donne aux coupables actuels le statut de victime. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais ce système de pensée, c'est une usine à fachos. Ce qui fait monter l'extrême droite aujourd'hui, c'est la folie de la gauche et rien d'autre. Parce que la vérité, c'est que si Conversano est un monstre, c'est la gauche qui l'a créé, notamment en amalgamant systématiquement les bons et les mauvais immigrés et descendants d'immigrés. Quand un criminel d'origine étrangère se fait tuer par la police, on parle de tartiflettisme. On considère donc que c'est toute la communauté à laquelle l'individu appartenait qui est attaquée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le criminel est à amalgamer à toute une communauté, c'est également l'image de cette communauté qui est amalgamée à ce criminel. Et au lieu de punir sévèrement le criminel, on va l'innocenter et en faire une victime du tartiflettisme systémique. Et les associations anti-tartiflettistes, tout ce qu'elles font, c'est de demander à des communautés entières de se ranger derrière des criminels. Alors que non, ces communautés devraient se désolidariser de ces meurtriers, de ces criminels et violeurs comme Adama Traoré par exemple. Ceux qui me suivent un peu le savent, en ce moment je ne vis pas en France. Et quand là où je suis, j'entends des gens me dire « Oh là là, les Français sont trop comme ci, trop comme ça, ils râlent trop, ils sont trop exigeants, trop arrogants », qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis que c'est inadmissible de dire des choses comme ça? Que c'est une généralisation outrancière ou autre? Non, bien sûr que non. Je connais mes compatriotes, je sais qu'ils sont pas toujours faciles, alors je me fais ambassadeur de mon pays en essayant de donner une bonne image des Français pour rattraper le coup. Et l'anti-tartiflettisme, c'est précisément ça qui l'empêche les gens de faire. Quand un descendant d'immigrés fait de la merde, la gauche, au lieu de dire « désolidarisez-vous de lui parce qu'il vous fait honte », elle dit « vengez-le ». C'est ça votre fierté. Et ça crée énormément de rancune de tous les côtés. Et quand on comprend les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on fait l'effort de comprendre ce que des gens comme Conversano ressentent, alors on peut comprendre sa haine. Parce que oui, à mon sens, il y a de la haine chez Conversano. Et puis de toute façon, ce qu'on vient de décrire, ce n'est qu'une première étape. Et à mon sens, ce n'est pas encore ça, le tartiflettisme. Le véritable tartiflettisme, c'est quand on commence à rationaliser sa pensée. C'est-à-dire quand on commence à justifier scientifiquement et moralement une hiérarchisation entre les tartiflettes. Et c'est là, et vraiment là, qu'on atteint véritablement ce qu'on peut appeler le tartiflettisme. Et ce point est souvent atteint à cause de ce discours ambiant qui semble absolument inadmissible à certains, qui consiste à dire qu'il ne faut pas amalgamer pour l'autre, mais uniquement pour soi-même. Bref, pour certains, tout est grave, et pour les autres, tout est à pardonner. D'ailleurs, Conversano fait dire à son personnage « Avoir le spleen, par exemple d'une Europe où nous étions les maîtres incontestés et que nous, jeunes Français, n'avons pas eu la chance de connaître, est quasiment le critère numéro 1 pour se fondre dans le décor des petits groupes nationalistes du milieu FAF. » Et oui, parce qu'effectivement, ceux qui s'intéressent le plus à leur passé aujourd'hui, ce sont souvent ceux pour qui le fait d'entendre que toute leur histoire, leur passé, leurs ancêtres sont des monstres à condamner est devenu insupportable. Ce sont ceux qui ont besoin d'entendre un autre son de cloche, parce que ça les blesse dans leur sentiment d'appartenance. Et cette haine de soi enseignée à l'école devient souvent une sorte de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. C'est remplacer le blâme par une fierté, parfois peut-être effectivement un peu mal placée. Et c'est un réflexe tout à fait naturel. Tu veux t'asseoir? C'est ça, il n'y a pas de place. Mais si, madame, il y a 2 places ici. Mais c'est les places de derrière pour les noirs. Exactement. Non, donc là, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Non, reste debout, tu as tout à l'heure. Alors, ça dépend. Ils sont, normalement, les noirs sont condamnés à être dans le fond du bus. Parce que... Dans son roman, Conversano dit à travers son personnage « Il n'y a qu'au cinéma que l'amour l'emporte sur la haine. Dans le vrai monde, la haine l'emporte sur l'amour, car la haine tue, l'amour consomme et consume, la haine entretient. » Et au fond, cette dualité entre l'amour et la haine, c'est vraiment le centre du roman. Comme on l'a dit précédemment, Conversano remarque que ce qui pousse les gens vers le nationalisme, c'est plus souvent la haine, le ras-le-bol, davantage que l'amour de son pays, de ses racines, etc. Et ça, c'est un constat. Alors on peut le déplorer si on veut, c'est pas tellement la question. En tout cas, ce que nous dit Conversano, c'est que si la porte d'entrée vers le nationalisme, c'est souvent la haine, elle est rarement le point d'arrivée. Et encore une fois, j'encourage vivement les gauchistes courageux qui se seraient aventurés par ici à réfléchir aux causes de cette haine et à l'analyser, à tenter d'en comprendre les causes profondes.
Parce que le véritable combat de celui qui se bat contre le tartiflettisme, il est bien là. Essayez de percevoir les racines de cette haine en osant émettre l'hypothèse que ce tartiflettisme n'est peut-être pas systémique, qu'il n'est pas inné, mais qu'il est peut-être, dans la grande majorité des cas, acquis. Alors effectivement, aborder les choses sous cet angle, ça va peut-être vous forcer à humaniser ces tartiflettistes que vous haïssez tant, et à vous rendre compte que cette haine que vous nourrissez pour ces gens n'est peut-être qu'une manière de vous interdire à vous-même de faire preuve d'empathie. Maintenant, si vous avez l'intention de lire ce roman de Daniel Conversano, je vous conseille vraiment d'arrêter immédiatement de regarder cette vidéo parce que je vais dévoiler beaucoup de choses sur l'intrigue et notamment sur la fin du roman. Mais rien ne vous empêche de revenir plus tard une fois que vous l'aurez lu. Alors, je vous laisse 3 secondes pour partir. La conclusion du personnage de Daniel Conversano, c'est ceci. Soit on tue les gens, soit on fait des enfants. Et c'est comme ça qu'il parvient à résoudre cette dichotomie entre amour et haine, en faisant un choix finalement, et en arrêtant d'essayer de faire cohabiter les deux. Et cette conclusion de Lionel, qui au début du roman, je le rappelle, préparait un meurtre, elle est le fruit de tout son parcours, de ses évolutions et de ses réflexions, du fait aussi qu'il accepte que son pays soit, on peut le dire, déjà mort. En fait, ce roman, c'est surtout l'histoire d'un deuil. Et durant son cheminement, il va aussi trouver l'amour. Et à travers cet amour, il va trouver la force de faire son deuil de ce pays, la France. Et c'est ainsi qu'il va réussir à trouver la paix intérieure. Et ce roman, qui devait finir par un meurtre, il se termine en fin de compte par une naissance. Et ça, c'est vraiment très beau, parce qu'on a affaire à un personnage qui évolue, qui grandit, et sans véritablement se trahir. Vers la toute fin du roman, Lionel dit « Le terrorisme aveugle, d'où qu'il vienne, et quelles qu'en soient ses raisons, est bien la pire des saloperies. Même moi qui me prépare à la destruction de mon pays et qui cherche à l'empêcher, je ne peux pas compter sur ce seul recours pour redresser la barre. » Parce qu'au fond, son personnage, c'est quelqu'un de profondément moral, et il ne peut pas se résigner à combattre ce qui le fait souffrir en provoquant exactement la même souffrance. Pour ceux qui connaissent un peu Daniel Conversano, vous savez peut-être que son combat à lui, c'est la natalité. Ce qu'il veut, Conversano, c'est que les gens qui ont sa tartiflette fassent des bébés. C'est l'application ultra concrète de « faites l'amour, pas la guerre ». On finit même par un grand message d'espoir, quand Lionel dit « L'Europe s'est réinventée des dizaines de fois, elle saura y parvenir encore ». Il finit également par faire l'éloge des pays de l'Est où Daniel Conversano est installé aujourd'hui. Son objectif devient, pour employer ces termes, de réussir sa vie d'individu lambda sans histoire. Et tout le paradoxe, et ce qui fait la beauté de ce livre, c'est qu'il commence littéralement dans la merde et dans la haine, pour finir, comme dans un conte de fées, dans l'amour, avec un couple qui vécut heureux et qui eut beaucoup d'enfants. Et ce qui pourrait passer pour un retournement de situation ou une pirouette scénaristique, c'est en fait une évidence, un pur pragmatisme. C'est simplement que la haine est une impasse.